Dimanche 26 mai de l'an 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, élu vice-président de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. L'élection a eu lieu ce vendredi 24 mai 2024 à Lausanne en Suisse lors du 44e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Au total, 500 maires et représentants des capitales et métropoles ont pris part aux travaux. Le chef de l'État, Patrice Talon, a effectué cette semaine une visite de travail au Brésil. Dès son arrivée sur le territoire brésilien, Patrice Talon a rencontré son homologue pour un tête-à-tête suivi d'un point de presse conjoint. À l'issue des échanges entre les deux dirigeants, des accords de coopération dans plusieurs domaines ont été signés. D'autres événements et décisions ont également marqué cette visite. On fait le point dans ce journal. À quelques kilomètres de la frontière nigérienne, le Bénin a ouvert un corridor au nord en direction du Nigeria, reliant ainsi le Bénin et l'État de Kebbi au Nigeria. Ce nouveau corridor offre une meilleure option aux transporteurs nigériens depuis le port de Cotonou jusqu'à Kebbi, puis jusqu'au Niger. On en parle dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le chef de l'État, Patrice Talon, a foulé le sol brésilien ce mercredi 22 mai 2024 pour une visite officielle. Dès son arrivée, Patrice Talon a rencontré son homologue pour un tête-à-tête suivi d'un point de presse conjoint. Des accords de coopération dans maintes domaines ont été signés à l'issue de cette première étape de cette visite du président Patrice Talon au Brésil. Le film de la première partie de cette étape, de cette visite, du président Patrice Talon au Brésil dans cet élément réalisé par la télévision nationale. Aéroport international Presidente Juscelino Kubitschek de Brasilia. Au soir de ce mercredi 22 mai 2024, le président Patrice Talon a été accueilli à sa descente par une délégation officielle brésilienne conduite par son Excellence, M. Carlos Duarte, secrétaire pour l'Afrique et le Moyen-Orient, son Excellence, Mme Regina Bittencourt, ambassadrice de la République fédérative du Brésil près le Bénin, de M. Orlando Celso Timponi, conseiller, protocole, et de son Excellence M. Boniface Vignon, ambassadeur du Bénin près la République fédérative du Brésil. La délégation conduite par le président Patrice Talon est composée entre autres de M. Romuald Wadahi, ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération, de M. Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, de M. Gaston Kossi de Souris, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est la première visite officielle d'un chef d'État africain depuis le retour au pouvoir en 2022 du président Lula Inácio da Silva.
Au menu du séjour de 72 heures en terre brésilienne de Patrice Talon, il est prévu entre autres des entretiens, des signatures de partenariats stratégiques entre les deux pays et une séquence de tourisme mémoriel. Après sa rencontre avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva dans le cadre de sa visite d'État, le président de la République, Patrice Talon, a mis le cap sur l'État de Bahia, situé au nord du Brésil, plus précisément dans la ville de Salvador, où il a été accueilli le vendredi 24 mai dernier à l'aéroport par le vice-gouverneur de Bahia, Geraldo Junior. Patrice Talon a été ensuite reçu par le gouverneur de Bahia, Jerónimo Rodrigues, avec qui il a eu un tête-à-tête. S'en est suivi une séance de travail entre les deux délégations. Au menu des échanges, la coopération entre le Bénin et Bahia. Suivez plutôt. Je suis ému parce que ici, à Salvador, je me sens comme chez moi. Nous avons un lien historique entre le Bénin et Bahia. Et pour moi, Bahia, c'est un peu le Bénin. Et c'est pour ça que je suis ému et en même temps un peu frustré. Parce que pour deux communautés, deux régions du monde, deux peuples qui sont si proches par l'histoire, c'est dommage qu'on ne se connaisse pas assez. C'est seulement à travers les écrits, les documents, l'histoire qu'on se connaît. Mais le contact humain n'existe pratiquement pas. Bahia ne connaît pas le Bénin. C'est dommage. Mais il n'est jamais tard pour réparer. Il n'est jamais tard pour faire des bonnes choses. Et ma visite ici au Brésil, ma visite ici à Bahia est destinée un peu à faire cette réparation-là. C'est utile pour nos générations actuelles ainsi que pour les générations à venir. On peut faire des affaires au Bénin. On peut faire de l'investissement au Bénin. On peut échanger avec le Bénin. Pour vous faciliter la chose, pour permettre que les Brésiliens découvrent le Bénin, que les Béninois découvrent le Brésil, découvrent Bahia, découvrent Salvador, viennent sentir ici que cette terre est également la leur. J'ai dit au président Lula et au gouverneur que nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne, voire une ligne directe entre Cotonou et Salvador. Toujours dans le cadre de la visite du chef de l'État au Brésil, Patrice Talon a annoncé jeudi dernier la volonté de son pays, à accorder la nationalité à tous les afro-descendants qui le souhaitent. Une nouvelle qui a suscité l'intérêt et de l'auditoire avec des ovations spontanées. Interrogés sur la nouvelle, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont exprimés. On les suit au micro de ESAE TV. Je pense que c'est une très bonne chose parce que quand on parle du Brésil et le Bénin, nous sommes des pays frères. L'histoire nous relie, donc sincèrement, ce que le président a décidé de faire, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des Brésiliens qui sont d'origine béninoise, mais qui n'ont jamais mis pied au Bénin, mais qui veulent rentrer au Bécaye. Ils veulent même visiter le Bénin. Donc si le chef de l'État a pris cette décision, c'est une décision salutaire. Je remercie le président Patrice Talon, chef de l'État, le chef de son gouvernement, je le dis, premier magistrat, le chef suprême des armées. Tout ce qu'il veut, qui est bon, et que moi je soutiens, lorsqu'il veut accorder la nationalité à nos frères brésiliens, moi je dirais que c'est une bonne chose que moi je peux applaudir. C'est une affaire de diplomatie qui est là maintenant. Ça, c'est une bonne chose que le président a dit. Parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui sont là-bas, les Béninois qui sont là-bas, devenus aujourd'hui Brésiliens.
Leur nationalité, c'est brésilien. Ça va mener un brassage de culture, de vivre ensemble avec les Chinois et Béninois et Brésiliens et Béninois. Vous allez voir qu'au Brésil, ils font sortir le couvitor. Ils font le vaudou au Bénin et au Brésil. Et chaque 10 janvier, ils viennent ici. Alors avant de quitter le Brésil pour venir, il y a des tracasseries, de documents à faire. Il faut faire le passeport maintenant, il faut avoir le visa, il faut avoir carte de séjour, nationalité, quoi. Non, si tu as la nationalité béninoise, tu n'as plus besoin de ces problèmes-là. Tu prends ton billet, tu viens au Bénin. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, était le vice-président de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. C'était ce vendredi 24 mai 2024 à Lausanne, en Suisse, lors du 44e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Au total, 500 maires des représentants des capitales et métropoles venus d'une cinquantaine de pays ont pris part aux travaux. Au cœur des échanges, la force de la coopération de ville à ville pour nourrir le dialogue, la solidarité internationale et comment relever les grands défis mondiaux en agissant au plus près des citoyens. Rappelons qu'avant son élection au poste de vice-président, Luc Atropo était un membre de l'association présidée par le maire de la ville de Paris en France. On poursuit cette édition. Segbana, c'est désormais le canal de passage des marchandises du port autonome de Cotonou à destination du Nigeria, situé à 726 km de Cotonou. Cette ville frontalière a accueilli des autorités nigérianes et celles du Bénin, conduites par le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaini, et celui des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakare, pour acter l'accord de partenariat. Un véritable contournement pour les importateurs et transporteurs nigériens, avec à la clé plusieurs avantages pour les deux pays. Le reportage est signé Canal 3 Bénin. Adéquates pour l'opérationnalisation du port autonome de Cotonou. Depuis la fermeture de la frontière avec le Niger, Segbana devient un pôle stratégique pour le fret des marchandises à destination du Nigeria, avec pour poste de dédouanement la localité de Samian. Les conclusions de cet accord de partenariat entre les deux pays reposent sur 3 piliers. Les conclusions de cette session de travail sont les suivantes. La première, donc, est la réactivation de la commission mixte entre les deux pays, qui est une commission au plus haut niveau de l'État, qui sera co-présidée par les deux ministres des Affaires étrangères. Cette commission vise à faciliter les échanges entre les deux pays. Le deuxième objectif était la création d'un groupe de travail spécifique dédié à la réouverture de la frontière Segbana, qui sera chargé de l'opérationnalisation de cette réouverture. Et le troisième, le gouverneur de l'État de Kebbi l'a mentionné, c'est immédiatement de permettre aux opérateurs économiques de commencer à traverser la frontière et à opérer. Au cours de la présente séance, la partie nigériane, fortement représentée, a exprimé sa satisfaction quant à l'aboutissement de ce projet. We have been working with our colleagues in the Customs Administration of Benin Republic to ensure that we bring our economies together through close cooperation. But I want to also assure our Nigerian business people that with this, we are able to succeed on this new drivers. Cette ouverture est une véritable opportunité pour importateurs, transporteurs et autres acteurs de la chaîne portuaire. Le ministre d'État chargé des Finances, Romuald Wadaini, a souligné les efforts fournis par les deux États pour en arriver à la concrétisation des objectifs fixés. Toute chose que salue le député CE2AO, Salifou Issa. C'est la première fois que le Bénin, en tout cas le Nord Bénin, va avoir un poste de dédouanement où les Nigériens vont s'installer et vont dédouaner les marchandises venant du port de Cotonou. C'est pour la première fois. Donc vraiment
un grand merci pour le président de la République nigérienne. Il faut remercier aussi notre chef d'État, le président Talon, par son leadership, a pu obtenir ça du Nigeria. C'est très important. Je ne vais pas oublier de remercier le ministre d'État chargé des Finances et celui des Affaires étrangères et dire aujourd'hui à nos transporteurs béninois que leur galère est terminée. Leur galère est terminée parce qu'ils auront maintenant des frais en direction de Segbana. Tout ce qui vient au port de Cotonou va venir directement à Segbana. Ici, nous sommes avec le directeur Atral, le parc de Alada, qui vont donner, tout le monde va donner son support pour que dans un bref délai, les opérations puissent commencer. Le gouverneur de Kebbi a été clair. Avant qu'ils ne finissent même les formalités de certains papiers, qu'on autorise les commerçants nigérians de passer par le port de Cotonou. C'est ça le point important. Cet acte vient mettre en lumière les actions menées par le président béninois Patrice Talon et son homologue nigérien Bola Ahmed Tinubu pour sortir les citoyens de la précarité et ainsi booster le monde des affaires, signe de la bonne santé des relations diplomatiques entre les deux États. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji a répondu suite aux accusations de l'activiste Kémi Séba selon lesquelles des légionnaires français noirs seraient présents au Bénin. C'était au cours d'un point de presse d'après Conseil des ministres ce mercredi, suivant le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Elle fait rire cette accusation de cet activiste. Et je crois qu'il faut le dire sans embâche. Si au Bénin, il devait y avoir des légionnaires français ou un légionnaire français, il s'appellerait, je crois, Stélio Gilles Robert Kaposhishi, alias Kémi Séba. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et c'est pour ça que, de cette tribune, il faut rendre hommage à nos concitoyens béninois qui, de façon unanime, ont marqué leur désapprobation, leur indignation face à cette nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin. Parce qu'il faut s'en convaincre, il n'y a pas un autre objectif à l'activisme soi-disant de M. Kémi Séba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Autrement, vous en conviendrez, les arguments fallacieux qui sont souvent évoqués pour justifier un certain nationalisme ou d'un certain panafricanisme sont sans fondement aucun s'agissant du Bénin. Et chaque fois que nous l'avons mis face à ces mensonges, en démontrant à l'opinion que ces accusations étaient totalement infondées et farfelues, les heures d'après, c'est une autre invention qui apparaît. Et le cas d'espèce, c'est que tout dernièrement, quand on a fini de démontrer, en lançant même le défi à ceux qui voudraient, à partir du Niger, venir ici, faire le tour de notre pays pour voir avec nous s'il y avait des bases militaires françaises, quand on a fini de démontrer l'inexistence de ces bases, c'est depuis Niamey que M. Kaposhishi a inventé, parce qu'il aurait été convaincu, lui, par des documents qui lui auraient été présentés là-bas. Il aurait été convaincu, disais-je, de la présence de légionnaires français au sein de notre armée pour je ne sais quoi à faire ici. Les Béninois ont compris que sa seule mission, parce que c'est de ça qu'il vit, ses commanditaires le nourrissent pour cela, c'est de favoriser les troubles ici, c'est de favoriser la déstabilisation de notre pays. Fort heureusement, le gouvernement a travaillé depuis les années 2016-2017 à renforcer notre pays en toutes ses composantes, y compris au plan de la sécurité intérieure et de la préservation de l'intégrité de notre territoire. Le nationalisme, le souverainisme, me semble-t-il, devrait d'abord se nourrir du patriotisme. Et de M. Kémi Séba, je n'en ai noté nulle trace. À tel point d'ailleurs que ces comparses à lui, vous l'aurez observé vous aussi des médias, ils ne s'en prennent jamais à leur pays d'origine, comme si tout allait bien là-bas et qu'au Bénin c'était l'enfer.
Mais lui, à chaque prise de parole, il faut descendre le Bénin de sa réputation qui est de plus en plus renforcée aujourd'hui, pays attractif, pays de gens sérieux, où on travaille bien, on fait les choses de mieux en mieux. Je n'ai jamais entendu les Nathalie Yam critiquer le Cameroun parce que tout serait mauvais là-bas. J'ai jamais entendu ça. Donc, eux au moins encore, je crois qu'ils savent ce que c'est que d'être le ressortissant d'un pays, d'appartenir à une communauté nationale. Et donc, je voudrais enfin dire à notre compatriote, puisque c'en est un, M. Kaposhishi, alias Kemi Seba, je pense qu'il est temps qu'il change la lame, comme aurait dit le professeur Mombi de regretter mémoire, à qui je ne peux qu'emprunter cette belle expression pour lui dire d'aller trouver mieux comme argument. Si il a envie d'être un panafricaniste digne du nom, ça n'est pas ainsi que ça se fait. Et j'avais déjà eu l'occasion de leur dire par ailleurs que le président Talon n'a attendu aucun souverainiste, aucun panafricaniste des temps nouveaux pour faire la preuve de son engagement panafricaniste. Quel autre acte démonstratif voudriez-vous avoir de la part d'un dirigeant africain que celui d'exempter de visa tout citoyen africain voulant venir au Bénin? Quel autre acte? Donnez-moi un seul, majeur. Quel autre acte voulez-vous d'un dirigeant africain qu'il érige à la mémoire collective et pour la postérité les héros que notre pays a connus au plan justement de la lutte contre l'impérialisme et contre la pénétration coloniale? Nous avons fait au Bénin une statue en hommage à Bioguera. Bioguera n'était pas un roi par le passé. Bioguera était un combattant, un résistant. Et nous l'avons érigé à Cotonou ici pour dire aux jeunes Béninois, aux jeunes Africains qu'il y a eu par le passé dans nos pays, sur nos territoires, des gens qui ont lutté, qui ont été nationalistes. Nous avons fait la statue des Amazones pour la même raison. Comme avant nous, le régime du PRPB avait déjà fait le roi Béanzin. Donc nous avons connu des résistants ici. Et nous les valorisons. Je mettrai au défi, M. Kemi Seba, de me donner un seul exemple. Des pays africains qu'il voudrait bien voir notre pays copier, de me donner un seul exemple où l'on a fait de telles réalisations pour valoriser des gens qui, chez eux, ont mené les mêmes combats que ceux que nous, ici, nous portons en héros et que nous montrons à notre jeunesse, à la postérité, comme étant des valeurs sûres dont on peut s'inspirer. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, en abrégé CSTB, a réussi à organiser ce mercredi une marche de protestation contre la cherté de la vie au Bénin. Responsables, militants et sympathisants de l'organisation syndicale ont battu le macadam pour dire non à la fin de la cherté de la vie, aux brimades et aux répressions policières au Bénin. Le reportage est signé Eden TV. Faisant cavalier seul dans la lutte contre la cherté de la vie au Bénin, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB a enfin réussi à marcher ce mercredi pour dire non à la faim. La pluie de ce matin n'a pas émoussé l'ardeur des manifestants. Pour les responsables syndicaux, l'organisation de cette marche, après plusieurs reports, est une victoire. Dans la motion lue par le secrétaire général adjoint de la CSTB, la précarisation de l'emploi à travers le vote de certaines lois a été mise en exergue. Depuis 2016, donc pendant 8 ans déjà, le peuple travailleur a subi des humiliations les plus diverses. Le pouvoir de la rupture a voté des lois scélérates et antisociales pour soumettre le peuple et les travailleurs à la faim et à la misère. On peut citer entre autres la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de la résiliation de contrats de travail. La loi portant exercice de droit de grève qui criminalise la grève pour les secteurs de la santé, du transport et des hydrocarbures. Le statut général de la fonction publique, le code d'éthique et des valeurs de l'administration, etc., ont rendu l'emploi précaire. Le poids des diverses tasses imposées à la population n'a pas été occulté pour justifier la misère du peuple béninois. Les responsables de la CSTB disent non à ce qu'ils qualifient d'esclavage. Le peuple travailleur a été systématiquement affamé, appauvri par des multitâches
et rançonnement. La multiplication et l'augmentation des taxes et impôts ont contribué au renchérissement des prix des produits de première nécessité. La fermeture de la frontière avec le Niger est une mauvaise politique du pouvoir du président Patrice Talon qui a conduit à la réduction drastique des activités au port autonome de Cotonou et à la mise au chômage de plusieurs dockers, conducteurs et transporteurs. Pendant 8 longues années, les travailleurs ont subi et courbé l'échine. Mais désormais, ils relèvent la tête pour secouer les chaînes d'un véritable esclavage instauré par le pouvoir de la rupture. Ils disent, on n'en peut plus, on meurt de faim, on meurt de misère. À noter que le responsable de la CSTB arrêté lors de la manifestation du 1er mai a été libéré dans la soirée de ce mardi 21 mai. Un autre motif de satisfaction pour l'organisation syndicale. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a tenu une séance de vulgarisation de loi avec le président de la RAC et ses conseillers. Cette séance qui s'est tenue au siège de l'institution ce jeudi vise à éclairer les professionnels des médias dans le cadre de l'élection de leurs représentants. Reportage signé ESAE TV. Les conseillers à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC et les professionnels des médias du Bénin ont échangé autour de la loi numéro 2024-06 qui porte sur la réglementation de la période de campagne pour l'élection de leurs représentants à la 7e mandature. Je voudrais préciser que cette décision que nous vulgarisons ce matin tire la grande partie de ces dispositions de cette décision portant sur le cadre juridique. Et c'est le titre 5 du cadre juridique dans lequel les décisions ont été prises. Donc, s'agissant du contenu de la décision, elle comporte 19 articles qui s'appliquent de façon principale aux candidats retenus par la HAC et leurs représentants dûment mandatés et aux médias. Après la présentation des grandes lignes de cette décision, l'article 13 a fait objet de débat au sein des acteurs des médias. S'ils n'ont pas la possibilité de passer tout le monde 10 fois et qu'ils passent quelqu'un 10, il faut qu'ils répondent. Mais attention, faudrait-il que les autres aussi demandent et qu'on le leur refuse? C'est pourquoi nous avons mis cette disposition-là. On ne l'a pas éclairé, on n'a pas fait des détails parce qu'on laisse aux médias, aux organes, la responsabilité de respecter l'égalité, c'est-à-dire que l'accès égalitaire. Au même moment, il est bien dit l'accès équitable au niveau des privés. Pour rappel, la campagne électorale débute du vendredi 24 mai à 0h au vendredi 7 juin 2024 à minuit. Dans un autre registre nocif pour la santé, un arrêté ministériel du 17 mai interdit désormais la production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques sur toute l'étendue du territoire national. Une décision diversement appréciée des citoyens béninois. Quelques-uns livrent leurs impressions au micro de Eden TV. Je supporte la décision du gouvernement puisque ces produits exportés depuis l'extérieur sont des produits qui nuisent gravement à la santé humaine. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est une bonne chose. Il va falloir que les douanes béninoises puissent être en mesure d'arrêter définitivement ceux-là qui exportent ces produits-là. Je pense que l'État est dans le rôle de quand même protéger la population pour qu'ils puissent quand même éviter certains genres de maladies, d'infections et tout ce qui va avec. Parce que ces produits, les boissons alcoolisées en sachet, la conservation chez les bonnes dames, c'est vraiment pas de la bonne façon. Et souvent, parfois même, c'est expiré, mais les consommateurs ne font pas attention et ils boivent, tout ça. Au Bénin, on a un problème de l'argent. Il n'y a pas métier. Il n'y a pas métier. Donc comment on va faire? Comment on va faire pour trouver du travail, pour bien faire le travail, pour avoir un peu de l'argent? C'est ça qu'on va chercher.
c'est pas quelque chose d'alcool. Non, c'est pas ça. Alcool, c'est pas notre problème. Alcool, ça peut ça et l'autre là. Toi me dis ça que alcool qui prend pour être à l'aise, toi tu ne sais pas. Alcool là, c'est pas notre problème. Oublie ça, mais du côté Le ministère de l'économie et de la digitalisation au Bénin a organisé du 16 au 17 mai 2024 la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA. Pour l'édition 2024, il a été question de l'IA et l'entrepreneuriat numérique, la convergence des possibilités. Le point de la cérémonie de clôture avec ESAE TV. Sont réunis ici des étudiants, des entrepreneurs, des professionnels du numérique et d'autres types de personnes autour d'un seul thème, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat numérique, la convergence des possibilités. C'est la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Au sommet, panels et échanges divers. Et nous prenons régulièrement des jeunes qui sortent d'école en fin de formation, qui n'ont pas l'expérience professionnelle. En fait, là, on a une chance unique parce qu'on a un changement de paradigme, d'accord. Donc, en fait, les grands acteurs, type Microsoft, Google et compagnie, effectivement, mettent des milliards, mais aujourd'hui, mettent des milliards en fait sur des modèles qui sont en fait, on va dire, le substrat. Au sorti de ce rendez-vous sur l'entrepreneuriat numérique et l'intelligence artificielle, quelques participants relèvent la plus-value de l'événement. Hier, avant de rentrer à la maison, j'ai pu comprendre que l'intelligence artificielle intervient dans beaucoup de choses. Je dirais même dans presque toutes les choses. En tant qu'étudiant en IA, on peut appliquer l'intelligence artificielle à plusieurs domaines, notamment l'entrepreneuriat, pour pouvoir l'améliorer et créer des solutions innovantes. Ma préoccupation était que certaines intelligences artificielles allaient remplacer l'emploi de certains fonctionnaires dans des entreprises. Donc, il se pourrait que non, mais on peut associer l'intelligence artificielle dans chaque domaine pour pouvoir mieux personnaliser ce qu'on fait. La cérémonie de remerciement des partenaires a sanctionné le SENIA 2024. Démarré le 16 mai 2024, le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle a pris fin ce 17 mai 2024. Samedi dernier s'est tenue à la plage Erevan une partie de beach handball. C'était dans le cadre des activités organisées par l'association Élan Média Bénin dans le cadre des journées Média Bénin JMB. Le point des échanges dans cet élément signé ESAE TV. Des membres de l'association Élan Média et des membres de l'association de la presse sportive du Bénin APS Bénin sont réunis ce samedi avec l'accompagnement de la Fédération béninoise de handball pour une partie de beach handball, un gala au cours duquel les professionnels des médias célèbrent la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous savez très bien comme moi que le sport est très bénéfique pour la santé. Au-delà des différentes manifestations intellectuelles, des activités scientifiques initiées dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, ce type d'activité est vraiment à encourager. C'est une occasion non seulement de se retrouver, mais c'est de découvrir également la pratique de cette discipline qui n'est pas aussi totalement connue de par le public et même de par les professionnels eux-mêmes. Une initiative que salue la Fédération béninoise de handball. Vous n'êtes pas à savoir que le Bénin a beaucoup d'atouts naturels déjà avec les plages que nous avons. Et nous avons également un potentiel humain qu'on pourrait mettre à profit de cette discipline-là, que même la Confédération africaine de handball veut désormais promouvoir. Donc je pense que c'est une très belle initiative d'associer les journalistes à une telle pratique. Ça permet à ceux-ci de maîtriser l'ABCD en fait du beach handball et dorénavant de faire sa promotion. Ce que je vois ici représente pour moi l'espoir, l'espérance, la vivacité, le dynamisme, la vie qui anime une corporation dans un environnement qui n'est pas facile, dans un environnement qui n'est pas évident, dans un environnement qui mérite d'être réformé. Il y a 2 ans, Élan Média organisait un gala célébrant la pétanque et quelques mois encore, elle donnait la part belle au beach volley.
Comme à chaque édition de la fête de Pentecôte, l'association Novicha a célébré lundi dernier encore ses retrouvailles des communautés Hloa et Hweda du Bénin. D'ailleurs, le creuset souffle cette année ses 103 bougies. Comme à l'accoutumée, les festivités se sont déroulées sur plusieurs jours à Grand Popo. Revivez dans cet élément les temps forts de cette célébration, une réalisation de Canal 3 Bénin. 103 ans déjà, mais ils tiennent toujours le pari de ces retrouvailles fraternelles dénommées Novicha. Les peuples appartenant aux communautés Hloa et Hwela ont encore afflué par centaines cette année vers Grand Popo pour leur fête identitaire. Le feu de l'esprit cité dans ce cantique au cours d'une célébration eucharistique en ce jour de Pentecôte pour demander un regard divin sur l'association Novicha. Et frères et sœurs, nous sommes les fils et les filles d'un même Père, appelés à agir dans le même esprit. Chers membres de l'association Novicha, dans la force de l'esprit, continuez votre mission. Une mission qui se résume à la promotion de l'unité et la fraternité autour de l'héritage laissé par les pères fondateurs de l'association Novicha. Cette année, les festivités sont placées sous le signe de la relève. Le pagne que nous portons aujourd'hui est le témoin et le témoignage de ce signe, de ce thème. Gardez-le bien, c'est la relève et que chacun garde ce pagne longtemps jusqu'à le donner à ses fils et petits-fils. Le concept Novicha devra désormais être vulgarisé partout, dans les communautés Hloa et Hweda et dans chacune de nos familles. L'idée, c'est de perpétuer la tradition autour de cette fête identitaire séculaire, l'une des plus vieilles célébrées au Bénin. Et pour y parvenir, il y a une feuille de route à respecter. Premièrement, la promotion des cultures des communautés Hloa et Hweda, notamment à travers des chants, des rythmes et danses, sous forme de caravanes fluviales. 2. L'implication plus visible et plus active de nos communautés dans les activités commémoratives de Novicha, consistant en l'animation par des fidèles du Vaudou de la danse sacrée dénommée Azandro. Derrière ces actions, les responsables actuels de ce creuset centenaire brandissent à la face du monde un plaidoyer pour une reconnaissance à l'international. Après 100 ans de vie, dont l'association Novicha est déjà auréolée, lui attribuer un statut de patrimoine culturel national, voire international, ne serait que l'expression d'une reconnaissance tant méritée. Mais en attendant, les représentants des pouvoirs publics ont tour à tour salué la consolidation de l'esprit d'entraide autour de cette fête. Cette année encore, l'association a apporté un appui matériel à des infrastructures socio-communautaires, notamment établissements scolaires et centres de santé. Enfin, il y a eu l'agréable autour du patrimoine culinaire de la région. Les opérations de chargement du pétrole nigérien pour la Chine sont actées et effectives. Les professionnels des médias du Bénin ont été les privilégiés à avoir constaté cette phase du projet de pipeline Bénin-Niger. Ceci grâce à une visite organisée par l'entreprise chinoise WAPCO et le ministère de l'économie, de l'eau et des mines. Ils sont désormais outillés en termes d'information et de connaissances pour mieux outiller et mieux informer le public. Les détails dans ce reportage signé Canal 3 Bénin. Quelques jours après l'autorisation ponctuelle et provisoire des autorités béninoises, le premier navire transportant 1 million de barils de pétrole nigérien pour la Chine a quitté les eaux béninoises le dimanche 19 mai 2024. Une suite logique de la phase opérationnelle du pipeline Bénin-Niger permettant l'exportation de l'or noir depuis la plateforme de Sémé-Craqué au Bénin. Dimanche après-midi, l'entreprise chinoise WAPCO annonce cette bonne nouvelle à la presse au cours d'une visite offerte à ses professionnels des médias. Donc, la sécurité, c'est une responsabilité collective. Si une seule personne ne respecte pas les mesures de sécurité et que cette personne peut mettre en danger. 834
mètres cubes par heure lors du chargement des navires. Ils sont utilisés. 3 seront utilisés en même temps et 1 sera utilisé en stand-by comme réserve. Il y a 2 oléoducs qui passent sous la mer et qui sont en parallèle. Il y a les pipes ont un diamètre de 700 mm. Ça fait 14,4 km sur la mer, la longueur, et il y a une pression nominale de 5 mégapascales. Vous avez dû remarquer ici, il a parlé du MCC. MCC, c'est le Main Control Center, c'est le centre de contrôle d'ici jusqu'au Niger. Une véritable immersion des journalistes qui leur permet de découvrir tous les compartiments de cette plateforme d'exportation du pétrole nigérien. Selon les explications des responsables de WAPCO, le chargement de ce premier navire a duré 72 heures. Un exploit salué par les différents acteurs qui rassurent sur la bonne ambiance qui règne au cours de ce processus de chargement. I would like to say only one. This is the ambition project. This is the huge project. And if you will compare with other projects around, c'est un projet ambitieux, un projet géant. Et aussi, je suis très fier d'être un membre de ce projet, comme un participant à ce projet. Et aussi, depuis le début jusqu'à la fin d'aujourd'hui, c'est pas facile, mais on arrive avec succès le chargement. Tout d'abord, il me faut remercier notre équipe. Sans notre équipe, on ne peut pas avoir ce résultat. Donc, je renouvelle mes remerciements sincères à notre équipe. I would like to say more that we are the team. Without the team, this project will be impossible. Le géant projet de pipeline connaît ainsi ses premiers moments de récolte à travers le succès de cette première opération de chargement. La société chinoise promet poursuivre avec cette dynamique pour l'atteinte des objectifs de ce vaste projet, devant profiter toutes les parties prenantes. Avec cette immersion des professionnels des médias, les populations seront désormais mieux informées des tenants et aboutissants de ce grand projet. En prélude à la tenue à Cotonou de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, AIRF, couplée avec les rencontres Africa 2024, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et ses partenaires ont organisé une conférence de presse le vendredi 17 mai 2024 pour présenter les grandes lignes de ces 2 rendez-vous internationaux. Le point dans ce reportage signé ESAE TV. Le Bénin abrite du 9 au 11 juillet 2024 l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, couplée avec les rencontres Africa. Cet événement majeur a été décroché avec le management de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et de l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral, ACAL. Le développement de nos communes n'est pas possible sans l'économie. Je me réjouis d'ailleurs que c'est la marque de fabrique de la rêve et la raison d'être des rencontres Africa. Nous avons donc émis le souhait de voir notre pays accueillir l'événement jamais organisé au Bénin. Le Bénin sera le lieu de réunion de plusieurs délégations et donc un carrefour d'opportunités. Nous allons avoir donc sur cette rencontre que nous menons en partenariat avec les rencontres Africa, un événement couplé, notre Assemblée générale, la rencontre d'à peu près 80-100 délégations de l'espace francophone représentant des collectivités territoriales de France. Il y aura la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Grand Est, la région Île-de-France notamment qui seront présentes, mais aussi des régions du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Maroc, des départements du Congo, du Sénégal, de Roumanie et les communautés de communes du Bénin. Ceux qu'on fait venir sont des patrons de PME, PMI. En France, c'est des petites et moyennes entreprises. Ici, ce serait des grosses entreprises. Mais c'est des gens qui veulent construire avec. Ces rendez-vous présentent un programme diversifié sur l'agro-business au Bénin. Plusieurs opportunités seront ouvertes, tant du Bénin vers le monde comme du monde vers le Bénin. La douane béninoise a entamé le lundi 13 mai 2024 une opération de fermeture de plusieurs magasins de stockage de cajou et de soja dans la ville de Parakou. Quelques citoyens se prononcent sur le sujet et font quelques commentaires sur cette décision de la douane béninoise. Suivons-les au micro de ESAE TV. Personnellement, moi, je pense que ce n'est pas une bonne décision
parce qu'il y en a qui vivent de ça. Il y en a que c'est de ça ils vivent. Et sans quoi, on ne peut pas fermer, on ne peut pas demander de fermer les magasins du jour au lendemain. Mais quand ils vont fermer ces magasins, de quoi ils vont survivre? Qu'est-ce qu'ils vont manger? On ne sait pas, ça c'est point d'interrogation. Alors que c'est avec ça, ils arrivent à transformer 10 francs en 15 francs et tirer leurs bénéfices pour pouvoir survivre. Donc si aujourd'hui, du jour au lendemain, on dit qu'on va fermer les magasins et autres, là, je pense que ce n'est pas une bonne décision, surtout que c'est les Béninois encore. C'est les Béninois qui ont ces magasins et nous sommes encore au Bénin. Donc on demande de fermer les magasins des Béninois. Mais ça va amener une crise économique, ce qui n'est pas bien. Il faut voir la chose sur deux angles. Si les opérateurs économiques qui s'investissent dans les produits tropicaux d'acajou et de soja sont en règle vis-à-vis, s'ils mènent légalement l'activité, je crois que la douane n'a pas raison de procéder à ces fermetures. C'est pour ne pas faire sortir des choses. Ça se développe ici au Bénin. C'est tout, non? Juste pour ça. Quelle population? Nous allons tout envoyer en Europe, ils vont nous revendre ça cher. Comment ça? Moi, je suis un producteur. Je suis un laboureur. Oh bien, il n'y a pas un impact là. Il faudra qu'on comprenne que tout ça là. Mais à Glo-Yigbe là, mais nos enfants ne sont pas là pour la main d'œuvre. Hein? Et c'est quoi? C'est parce qu'on ne comprend rien, on dit que ça... Quoi? À mon avis, je pense bien que cela va pénaliser beaucoup de personnes, surtout vers le sud, de l'autre côté où l'acajou et le soja sont plus exportés vers le sud là-bas et d'autres pays. Je pense bien que la fermeture de ces magasins va hausser le prix sur les marchés également. L'impact de cette décision, c'est sur le plan financier. Parce que vous savez, derrière ces opérateurs économiques d'acajou et de soja, il y a plusieurs familles. Et si la douane ferme ces magasins, c'est qu'ils ne pourront plus livrer les produits et avoir de l'argent pour leurs besoins. Et la deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir que les gens font d'énormes prêts au niveau des banques pour se lancer dans ces produits. Et si ces magasins sont fermés, je me demande comment ils pourront payer des échéances au niveau de ces banques. Alors que les prisons s'attendent à se remplir une fois encore, parce que les banques ne feront pas de cadeaux à ceux-là. Et on dira en son temps que c'est le régime en place qui a favorisé cela. Moi, je remercie le gouvernement, le régime actuel pour l'effort fourni, parce que la plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Mais il y en a aussi, on dit, avant de manger l'omelette, il faut casser les œufs. Bon, je pense que sûrement qu'ils ont autre initiative, mais il faut d'abord passer par là. Mais d'aller tout doucement avec nous, parce que c'est des actes auxquels on n'est pas habitué. C'est le départ. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, c'est difficile de supporter. Donc, je demande au gouvernement de diminuer un peu la tension. Mais l'endroit du gouvernement, lui aussi, il n'a qu'à payer ça à ce que nous on veut. Le prix, hein? Il n'a qu'à payer à un bon prix. Alors, pour dire que ça ne sort pas, il n'a qu'à payer ça à un bon prix. C'est ce que moi je lui dis. À l'endroit de la douane béninoise, je souhaiterais que cela puisse se régler quand même si c'est qu'il faut instaurer quand même une règle ou bien une loi qui va cadrer le stockage de ces denrées-là dans les magasins. Il serait souhaitable que de fermer complètement ces magasins parce que nous en avons besoin et d'autres aussi en ont besoin, mais la fermeture va vraiment engendrer beaucoup de choses que nous ne souhaiterons pas. Vous savez, les opérateurs économiques qui s'investissent dans ces produits-là
ils ne restent pas sans payer des impôts. Qu'on ferme les magasins, les opérateurs économiques perdront et le gouvernement aussi perdra. Donc, comme je l'ai dit dans le cas de Niger, les opérateurs économiques et le gouvernement sont obligés de s'entendre pour régler cette situation. S'entendre sur ce pourquoi ils sont venus à cet extrême-là pour le bonheur des opérateurs économiques. Je crois qu'on n'a pas le droit de mener une pression forte sur les opérateurs économiques, qu'on le veuille ou non, sont des pourvoyeurs de l'économie béninoise. Les opérateurs économiques et le gouvernement béninois ont l'obligation de s'entendre. Voilà. L'ONG Educo Bénin, en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et l'appui de l'ambassade de France, a organisé le samedi 18 mai dernier une série d'activités au profit des jeunes de Segbana. Ceci pour lutter contre l'extrémisme violent. Danse, matchs de football et autres activités ont meublé cette réjouissance. Le reportage signé ESAE TV. Festival de danse traditionnelle et match aller de la finale du tournoi de la paix et de la cohésion sociale. C'est la série d'activités offertes par l'ONG Educo Bénin en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin avec l'appui de l'ambassade de France. Ces activités à Segbana entrent dans le cadre de la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Un acte bien salué. Merci à l'Union européenne qui finance ce programme et merci à l'ambassade de la France au Bénin et qui s'est mobilisé pour nous accompagner pour organiser ces deux matchs aller-retour à Segbana et à Malanville. Et merci au président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, qui s'est mobilisé pour accompagner cet événement. Ce matin, on a vraiment eu beaucoup de démonstrations qui ont été faites et ce soir, nous voilà en train de jouer. Un vraiment très beau match. Ce match aller a déjà le mérite d'installer un vrai challenge entre ces deux équipes. Nous, on comptait gagner plus que 3 buts ou bien 2 buts encore. On doit gagner le match retour. On va travailler pour aller là-bas pour les battre au moins 2-0. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB a profité de cette célébration pour évaluer les jeunes bénéficiaires du projet de prévention des conflits à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes, Prevent, projet financé par l'Union européenne pour les communes de Malanville et Segbana. Ce dernier, mis en œuvre par l'ANCB, a permis de mettre en apprentissage plusieurs jeunes dans différents corps de métiers tels que la coiffure, la couture, le make-up, la maçonnerie, la menuiserie et bien d'autres. Je suis en partie de coiffure. Bon, on a commencé environ 7 mois aujourd'hui. Vraiment, on a beaucoup apprécié. En attendant le match retour de cette série d'activités prévues le 8 juin 2024 à Malanville, l'ANCB continue sa lutte permanente, celle du bien-être des populations. Cette édition se poursuit. Les étudiants en cycle de licence retardataires dans les inscriptions à l'université de Parakou lancent une doléance et un cri de cœur pour la réouverture de la plateforme d'inscription. Cette demande survient après que la récente réouverture de la plateforme a pris uniquement en compte les étudiants du cycle master. Ce mouvement est soutenu par le doyen de la faculté de médecine, Holden Fatigba, qui plaide également en faveur de cette initiative. Pour plus de précisions, suivez ce reportage signé ESAE TV. Faire 9 mois sous la pluie, sous le soleil, et perdre toute l'année. Comme ça, vraiment, c'est difficile. Et pourtant, c'est ce qui se dessine à l'université de Parakou, où certains étudiants demeurent non inscrits, compromettant ainsi la validation de leur année académique, à moins qu'une assistance ne leur soit prodiguée. C'est difficile. Nous avons introduit une note auprès du rectorat pour demander vraiment l'indulgence, faire la doléance pour que le recteur puisse donner une seconde chance aux étudiants de la licence. Bien que ce retard dans les inscriptions soit entièrement imputable aux étudiants, Holden Fatigba, doyen de la faculté de médecine, reste favorable à une réouverture de la plateforme d'inscription pour les étudiants en cycle licence. On estime que les étudiants de toute façon savaient les règles. Ils ont failli, quelle que soit la raison. N'empêche, nous sommes une faculté des sciences sociales. Donc ils sont allés nous voir et ce que nous avons fait,
c'est que nous lui avons demandé de faire une demande qui soit adressée à l'autorité rectorale, une demande pour plaider leur cause. Le décanat a accompagné cette requête qui est transmise depuis le début. Ce n'est pas nouveau, c'est dès que la plateforme a été formée, une demande d'indulgence qui bénéficie d'une indulgence, d'une souplesse ou d'une largesse de l'autorité rectorale pour qu'éventuellement la plateforme puisse être rouverte. Tous les regards sont donc désormais tournés vers la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Mme Éléonore Lalékan-Yahi, pour sortir ses apprenants de l'impasse, du moins pour cette année académique. Et puis on parle éducation à présent. Les séances de révision aux examens du brevet d'études du premier cycle ont commencé dans presque tous les collèges publics et privés. Des moments qui permettent aux enseignants de reprendre avec les apprenants des exercices et quelques notions de base sur des sujets étudiés en classe. Occasion également pour les candidats de soulever les différentes préoccupations afin de mieux s'imprégner de ces séances de révision. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a sillonné quelques collèges de la commune d'Abomey-Calavi. Suivez leur constat. Les séances de révision pour l'examen du brevet d'études du premier cycle débutent au collège d'enseignement général d'Atrokokodji. Ces candidats à l'assaut de leur premier diplôme au secondaire suivent avec impatience leurs professeurs d'histoire et géographie qui revisitent les notions dispensées sur l'évolution du mouvement ouvrier au 19e et 20e siècle en Europe. Attentionnés au cours, ils répondent aisément aux différentes questions relatives aux conditions difficiles des ouvriers. Et des réformes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des séances qui ne concernent pas seulement l'histoire et la géographie. Elles s'intensifient aussi en espagnol et en mathématiques. Elle se passe très bien. Et le professeur il nous explique bien ce qu'on ne comprend pas et il revient sur ces notions-là. Ce qu'on n'a pas encore maîtrisé, il revient sur ces notions. Et il nous explique bien le cours. C'est une séance qui se passe vraiment très bien. Du côté des futurs bacheliers au collège d'enseignement général Le Plateau, les candidats de la série scientifique D reçoivent les dernières touches en anglais. Tous impressionnés, ils écoutent leur professeur sur la structure Reported Speech. Ils sont contents de ces révisions qui leur permettent de corriger les erreurs des dernières heures. Pour vite assimiler les cours, d'abord je me débrouille pour comprendre le maximum de choses en classe. Ensuite, lorsque je rentre chez moi, je relis d'abord le cours qui a été fait pendant la journée et les zones d'ombre, je les note. Pour avoir de meilleurs rendements à ces examens, les enseignants développent diverses méthodologies et stratégies de travail selon les matières. Après la phrase en anglais, j'essaie de leur traduire ça en français pour qu'ils puissent voir ce que nous voulons et apporter les différents changements qu'il faut pour que la phrase soit bien reportée. Et d'abord, nous avons commencé par les conditions qui sont à la base des découvertes et inventions en Europe. Et par la suite, on a essayé de faire sortir quelques découvertes et inventions. Et nous avons aussi parlé des mouvements ouvriers, c'est-à-dire les mauvaises conditions de vie et de travail des ouvriers en Europe au 19e et 20e siècle. C'est une période où on leur donne la possibilité d'exprimer toutes leurs préoccupations et on apporte également les éléments de réponse qu'il faut. Nous avons lancé le bachotage, ça fait pratiquement une semaine. On a fini tous les programmes d'études et je crois que ça rassure. C'est toujours notre manière de préparer nos apprenants. 2 semaines déjà que ces moments de donner et de recevoir ont démarré dans la plupart des classes d'examen. Ces révisions vont durer environ 1 mois. Avec les conseils de leurs professeurs, ces candidats rassurent de faire de meilleurs résultats à ces divers examens.
Le festival international Hommage à Maman Noézan a démarré le vendredi 24 mai 2024 à la Maison des Jeunes de Agla. Cet événement organisé par l'association Ségan et parrainé par le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, entre dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Le point dans ce lancement signé ESAE TV. C'est officiel, la deuxième édition du Festival international Hommage à Maman Noézan a pris son envol. Lancé sous le parrainage du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, cette édition de ce festival, qui vise à fêter autrement la fête des mères, va honorer ces dernières à travers un programme diversifié. Outre les activités de la première édition, celle-ci connaît une innovation. L'innovation de cette édition est la création du village Noézan 2024. Il s'agit du présent lieu que nous avons aménagé où sont installés des stands d'exposition, de restauration, de vente et de produits et surtout du manger puisqu'il s'agit d'une fête. Le festival offre 4 séquences somptueuses et ludiques aux participantes. Noézan, c'est la reconnaissance de la valeur maternelle, un acte cher au parrain Luc Setonji Atropo qui, bien qu'en voyage, n'a pas manqué de faire parvenir ses souhaits. Je suis très honoré et ému de parrainer une fois encore ce festival international Hommage à Maman Noézan 2024. Je voudrais saluer toutes les mamans ici présentes et vous souhaiter une bonne santé et une longévité. La deuxième édition du Festival international Hommage à Maman Noézan s'active ainsi et va offrir à tout le public béninois 3 jours de concerts et des jeux à la Maison des Jeunes de Agla. Les mamans inscrites auront d'autres programmes en plus pour s'égayer. La première édition de la soirée Télibo Night Show, parrainée par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, a eu lieu le samedi 25 mai dernier à Cotonou. Dégustation et valorisation Télibo étaient au rendez-vous de cette soirée. Le reportage avec ESAE TV. Télibo Night Show, un événement qui valorise le mets local, le Télibo. Fidèle à son engagement de soutenir les initiatives promotrices des richesses béninoises, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, n'est pas resté en marge de cette célébration locale à laquelle il a accordé son parrainage. Le Télibo Night Show est une initiative inspirée de l'amour pour le local. Si nous avons des parents revendeuses ou revendeurs, le premier diplôme que nous pouvons avoir, c'est ce que nos parents vendent. Je vous assure, il n'y a pas cette partie du marché d'Antokpa que moi je ne maîtrise pas. Je suis enfant de Télibonon. Aujourd'hui, moi-même je suis Télibonon et mes enfants seront Télibonon. Je vais m'investir et nous allons nous investir pour que cela puisse être une réalité dans chaque ménage du Bénin. La clé de notre bonheur est dans notre main. Cette soirée de réjouissance et de dégustation du Télibo accompagnée d'une variété de sauces est très appréciée des participants. Je vous exhorte à prier pour lui, pour M. Jean Tonopouin, pour que son activité prospère, que ses enfants, sa famille, si sa mère est encore vivante, qu'elle soit fière de son fils et que ses enfants jouissent des fruits de son labeur. Cette première édition du Télibo Night Show se referme sur une note de satisfaction avec des perspectives pour la prochaine édition. Et puis on parle sport pour finir cette édition. Le kickboxing béninois a fait des émules en Côte d'Ivoire le 11 mai dernier à la première édition d'Africa Open Combat. Partie avec un combattant, la délégation béninoise ramène la ceinture de la catégorie des 85 kilos au bercail grâce à Arnold Nouati. Rencontré à Cotonou ce jeudi, le champion raconte son combat, des propos recueillis par ESAE TV. De base,
Le kickboxing, c'est les pieds et poings. Déjà, l'adversaire est plus élancé que toi, donc tu ne peux pas t'aventurer sur le terrain de pied pour dire que tu veux le vaincre. Du coup, j'étais parti avec mes combinaisons de bras pour finir en pied, pour le désorienter, ramener en bosse anglaise et mettre mes crochets. Parce que lui, il était bon en pied. Les Ivoiriens, c'est surtout les low kicks, ils lançaient. Au début du combat, vous allez voir, j'avais eu beaucoup de coups de pied que j'ai essayé de changer ma garde, retravailler ce que le coach m'avait dit, casser la distance et aller sur lui. Et c'était ce qui a été le plus approprié. Casser la distance et mettre les coups à l'adversaire, à la tête et au corps, revenir bas en haut. C'était ce qu'on avait fait. Lui lançait les pieds, mais bloquer et monter sur l'adversaire. C'était ce qui a été fait. Dans la vidéo, vous pouvez voir, il donnait les pieds, mais je bloquais, j'allais avec la main. Je mettais les combinaisons du haut et du bas pour pouvoir le faire tomber. Donc il a été au sol 3 fois, ce qui fait que là, je l'ai surclassé en première reprise et le combat a été arrêté. Le combat ne dure pas autant que l'entraînement, parce que la base c'est l'entraînement, je dirais. Donc je dédie déjà tout au coach Raoul Sofonou, qui ne cesse vraiment d'apporter de son meilleur et de son temps pour la fédération, pour ce sport, pour cette discipline qui était vraiment mise en veilleuse au Bénin. Mais là, a connu le jour, a connu la fédération et a vraiment un meilleur président qui ne cesse de s'investir vraiment et était vraiment là pour nous en Côte d'Ivoire. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes sur EZAE TV.